affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, dénonçant donc ainsi une tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. De nombreuses images tournent sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on peut donc observer des objets volants explosés contre un toit de la place forte de Moscou. L'un d'eux se serait donc, selon certaines informations, écrasé dans l'enceinte du palais. Et donc une accusation balayée en brèche par Kiev qui dit ne pas se reconnaître dans une telle attaque. Information confirmée par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui effectuait par ailleurs une visite surprise du côté de la Finlande. Une telle incursion de drones à Moscou serait donc une première depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Il s'agit en tout cas de la plus spectaculaire attaque imputée à Kiev par la Russie. Ainsi dit, ces deux drones ont donc été mis hors de service par des systèmes de guerre électroniques, a affirmé la présidence russe, qui a par ailleurs dénoncé une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président. La Russie, quant à elle, se réserve le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera donc approprié. Et voilà qui fera l'objet de cette émission de ce jeudi sur la télévision panafricaine. Mesdames, messieurs, bonsoir une fois de plus. Vous êtes en direct d'Afrique Média. On parle bien sûr de cette tentative d'assassinat sur la personne de Vladimir Poutine, le président russe, tel que annoncé par Moscou. C'était donc la nuit dernière où deux drones ont donc tenté de s'incruster dans le palais, c'est au Kremlin, et donc ils ont été mis hors d'état de nuit tel qu'annoncé par la Russie. Et aussi dans cette édition donc spéciale, nous reviendrons sur cette guerre en Russie, Afrique Média qui est donc au cœur de la guerre ukrainienne, ukraino-russe, j'y arrive. Et voilà, nous allons avoir en direct nos envoyés spéciaux depuis Moscou qui participent donc en temps réel à l'entraînement d'un camp de Wagner, ces paramilitaires et instructeurs russes. On verra donc comment est-ce que s'effectuent les combats du côté de la Russie. Ce sera donc avec nos envoyés spéciaux. Mais pour l'instant, nous parlons du président Vladimir Poutine qui a donc manqué une tentative d'assassinat, du moins c'est l'information annoncé par le Kremlin. Et pour en discuter, nous avons déjà des invités en ligne. Tout d'abord, notre correspondant pour l'Ukraine et la Russie, Adrien Bocquet. Avec lui, nous avons eu des images exclusives voilà, de cette guerre en Russie et en Ukraine. Voilà. Il y a de cela à quelques jours, vous avez eu des images exclusives réalisées par ce reporter de guerre que nous avons donc en direct ce soir. Bonsoir à vous, Adrien Bocquet. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, hein, je suis actuellement donc toujours dans le Donbass, en direct dans le Donbass, et je rejoindrai donc Moscou mardi pour les festivités de la grande journée donc du 9 mai. Donc je serai en direct pour Afrique Média le 9 mai à Moscou. On rappelle que les festivités restent malgré bien sûr le fait qu'on ait abattu ces deux drones-là du côté du Kremlin. Vladimir Poutine va tout de même prononcer son discours le 9 mai. Peut-être il y aura une tentative de réponse à bien sûr ceux-là qui ont attenté à la vie du président Vladimir Poutine. On rappelle que Kiev rejette toute accusation et aussi Washington qui n'y croit pas, qui affirme prendre avec beaucoup de pincettes les informations envoyées par la Russie. Gamal Abina, internationaliste, lui également, il est de la partie. Bonsoir à vous, Gamal Abina. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Alors, Gamal Abina, dans des vidéos diffusées par des médias russes sur les réseaux sociaux, on voit un engin exploser au sommet de la coupole du palais du Sénat, l'un des principaux bâtiments dans l'enceinte du Kremlin. C'est pas possible de vérifier ces
images de sources indépendantes dans l'immédiat, mais une chose est sûre, il y a eu quelque chose du côté de Kremlin et les autorités russes parlent donc de tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Quelle première analyse est-ce que vous faites déjà de cette information et surtout de ces images qui pullulent donc sur la toile depuis quelques heures, Gamal Abina? Simplement qu'on est en période de guerre, évidemment, ça on a bien compris. Que toutes les images sont bonnes à exploiter, même si c'est vrai ou pas vrai. D'ailleurs, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'il y a une guerre et qu'il y a une tentative de la part de la partie ukrainienne, peut-être, on ne sait pas encore, on vérifiera ça plus tard, d'attaquer par des actions terroristes qui peuvent être télévisées par l'État ou par des groupes indépendants de l'État. D'ailleurs, c'est pas nécessairement Zelensky. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si on en arrive, c'est pas la première attaque terroriste. On l'a vu avec l'assassinat d'Aria Dugin, on l'a vu avec l'attaque du pont de Crimée. Si l'Ukraine en arrive à utiliser des actions terroristes, c'est qu'elle tombe dans le principe de la guerre asymétrique. Je traduis ce que je veux dire par là. Une guerre asymétrique, c'est quand il y a une proportion militaire très importante d'un côté, donc une armée classique, conventionnelle et structurée, qui fait face à une guérilla qui utilise des méthodes, effectivement, de sabotage et de terrorisme. Parce qu'elle n'a plus les moyens de faire face à une guerre conventionnelle et classique, comme toutes les armées constituées. Donc je pense que si, effectivement, cette attaque s'avère être faite par l'Ukraine ou l'organisation ukrainienne, ça veut dire que le bateau commence à prendre l'eau et qu'effectivement, ils en arrivent à des actions un petit peu de sabotage. Je renvoie à l'histoire, quand les partisans ont combattu l'Allemagne nazie, c'est les mêmes méthodes qui étaient utilisées par les partisans russes et soviétiques. Ils ont utilisé les actions de sabotage et de terrorisme pour saper le moral des troupes nazies. À l'époque, évidemment, c'était une guerre d'invasion nazie contre la Russie. Maintenant, c'est le contraire. Donc, évidemment, on peut penser que, et cette bonne guerre, si les Ukrainiens ont tenté d'assassiner Poutine, c'est quasiment une obsession de la part occidentale. On parle beaucoup d'assassinat du chef de l'État, soit par des Ukrainiens, soit par son entourage. C'est un peu l'obsession généralisée. Eh bien, cette méthode serait pas étonnante. Ce serait pas une surprise. Ils ont aussi assassiné un journaliste par voie d'explosifs. Donc, il y a vraiment des méthodes de terrorisme qui se développent de la part ukrainienne, qui donnent le sentiment général que l'Ukraine est en difficulté et qu'elle en arrive à des méthodes qui sont absolument pas conventionnelles, évidemment, et condamnables par la communauté internationale, si on part du principe qu'on doit condamner le terrorisme. Disons à Adrien Bauquet, notre correspondant depuis donc la Russie, qui lui est dans le Donbass. Alors Adrien Bauquet, on revient vers vous. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé, vous qui êtes de ce côté-là, du côté du Kremlin, malgré le fait que les images sont bien sûr sur les réseaux sociaux? Vous pouvez parler avec autorité puisque vous êtes de ce côté-là. Alors que s'est-il passé la nuit dernière du côté du Kremlin? Bien sûr. Alors déjà, je voudrais confirmer à tous les téléspectateurs qu'il y a bien eu donc 2 drones qui ont été abattus au-dessus des toits du Kremlin. Donc ce ne sont pas des photomontages, il y a bien eu donc des tirs pour abattre ces drones. Ça, c'est déjà la première information parce que beaucoup de chaînes ont dit que les images auraient pu être truquées, etc. Je vous confirme que non, ce sont des vraies images. Deuxième information. Effectivement, ces drones donc ont été abattus à quelques mètres au-dessus des toits du Kremlin par ce qu'on appelle des mitrailleuses automatiques de la défense sol-air russe, qui sont, si vous voulez, des mitraillettes qui sont stationnées sur des toits, qui sont faits justement pour répondre à des menaces telles que celle-là, pour pouvoir abattre que ça soit un lance-roquette, un engin explosif, pour qu'on puisse l'abattre quelques mètres avant qu'il puisse toucher par rapport à ça. Donc voilà les questions parce que des gens ont dit c'est quelqu'un qui avait tiré dessus, etc., etc. Non, ce sont des systèmes de défense qui sont déjà installés sur les toits et qui se sont déclenchés donc automatiquement et qui ont abattu donc ces 2 drones. Troisième élément extrêmement important. Beaucoup de personnes ont dit, mais comment ça se fait, comment c'est possible que des drones soient arrivés jusqu'au Kremlin alors que tout Moscou est sécurisé comme on va dire énormément par des systèmes ultra sophistiqués. Donc pour cette raison-là, les Occidentaux n'y croient pas, dit que c'est un coup monté, que c'est la Russie qui t'a fabriqué ça et tout. Alors là, je vais venir donc vous apporter un élément. Ces 2 drones sont des drones type civil, c'est-à-dire ce sont des petits drones que vous pouvez acheter dans le civil. Et d'après mes informations, donc ce sont des drones qui auraient été, on va dire, décollés
à quelques centaines de mètres du Kremlin, c'est-à-dire quelques rues plus loin. Ces drones, donc du coup, se sont élevés. Donc, vous l'avez compris, il est strictement impossible pour un système de défense, que ce soit autour de la ville ou à l'intérieur, de détecter un drone de taille civile, de décoller en pleine rue. Voilà, déjà ça c'est une information qu'il faut bien le comprendre. Ce drone donc aurait décollé, c'est-à-dire il aurait été en vol depuis moins d'une minute avant d'arriver donc sur son point de target au niveau du Kremlin, et du coup donc ces systèmes de défense de mitrailleuses se sont mis en route et les ont abattus. Donc je tiens bien à préciser que c'était de la taille donc d'un drone que comme moi j'ai par exemple pour le travail, je vous donne un petit peu, voilà, ça fait à peu près entre 50 et 80 centimètres pour ces drones-là. La charge explosive, d'autres ont dit oui, mais l'explosion n'a pas été très forte. Premièrement parce que cette explosion a eu lieu en l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de point d'impact avec un point solide. C'est-à-dire que si le drone avait touché, on va dire, son point d'impact, il y aurait eu une explosion beaucoup plus importante et surtout, ça aurait fait exploser, logiquement, l'intérieur de l'endroit où ça a explosé. Là, le drone donc s'est explosé tout seul à cause des tirs de mitraillettes automatiques et donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu juste une boule de feu en l'air, mais il faut bien expliquer que si cette boule de feu aurait été au contact, il y aurait eu, si vous voulez, entre x3 et x4 l'explosion que vous pouvez voir, ce qu'on appelle une explosion neutre. Une explosion neutre, c'est une explosion où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il explose sans point d'impact, sans rien du tout, et c'est entre 2 à 4 fois moins important que si le drone ou la roquette ou n'importe quoi touche son point d'impact. Voilà pour les petites précisions qui sont quand même très importantes. Donc je le répète, donc ce sont des drones de type civil qui ont été donc mis en vol à quelques centaines de mètres du Kremlin. Et alors pourquoi, je vais revenir aussi sur une autre question, pourquoi donc le Kremlin accuse maintenant donc Washington également? Parce que ils ont retrouvé donc sur ces drones des systèmes américains de téléguidage et notamment des systèmes d'infrarouge et GPS qui sont des systèmes américains. Donc les services secrets donc russes ont analysé donc ces débris, c'est pour ça qu'il y a eu un écart. Première déclaration contre l'Ukraine et le régime de Kiev, deuxième déclaration 24 heures après, également on vient rajouter Washington. Donc d'après les informations qu'auraient recueillies donc les experts russes, il y aurait donc un système ou des systèmes de navigation qui ont été installés sur ces drones américains. Jusque-là, je n'ai pas plus d'informations après sur le lien direct avec les États-Unis, mais si le Kremlin se permet donc d'affirmer que ces drones ont un lien direct avec Washington, ça voudrait dire, je dis bien, ça voudrait dire au conditionnel que ces drones ont un lien, que ce soit matériel ou de l'organisation de cette attaque sur le Kremlin, ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que si effectivement ces informations sont vraies, et je pense qu'elles sont relativement véridiques, ça voudrait dire, je dis bien ça voudrait dire que Washington et les États-Unis seraient dans l'organisation de cette tentative de meurtre contre Vladimir Poutine avec des drones, je le rappelle, de taille civile qui ont été décollés à une centaine de mètres dans le centre-ville et qui ont heureusement été interceptés par ce qu'on appelle un système de défense à courte portée, des mitrailleuses embarquées sur les toits du Kremlin. Alors on reviendra à vous, je veux un peu retourner vers Gamal Abina concernant cette accusation du Kremlin contre Washington. Gamal Abina, souvenez-vous, on a parlé ici lors d'une édition du journal du drone américain qui avait été abattu par la Russie, l'avion de chasse russe qui avait donc déversé du carburant
sur un drone de combat américain. C'était donc au-dessus de la mer Noire. Et voilà qu'aujourd'hui, Kremlin tente voilà, d'accuser Washington d'être à l'origine de ces drones-là, même s'ils disent que ce sont les Ukrainiens qui les ont envoyés. Ils pensent que ce sont bien sûr, c'est par l'entremise des États-Unis que Kiev a pu envoyer ces drones-là du côté du Kremlin. Je faisais donc le parallèle avec les drones qui avaient été détruits du côté de la mer Noire, qui n'étaient pas très loin, bien sûr, de Moscou, Gamal Abina. Oui, c'est bien de faire le parallèle. Effectivement, les Américains provoquent depuis très longtemps les Russes sur leur frontière. Hein, c'est pas d'hier. Il y a plusieurs actions violentes. Il y a même eu un avion qui a été abattu dont on a accusé l'origine du missile aurait été russe. On a beaucoup de problèmes à la frontière au niveau de la mer Noire. Et on se rend bien compte qu'il y a une tentative effectivement directe des Américains de vouloir soit, on voit bien que l'Ukraine, instrumentaliser l'Ukraine pour pousser les Russes à la guerre au maximum, ou soit simplement peut-être des opérations un peu sales. On se souvient à l'époque du U-2, c'est pareil, il y a tout un tas d'avions américains qui faisaient ou anglais d'ailleurs, qui faisaient des survols du territoire de l'URSS. C'est une tradition très ancienne. En général, ça mange pas de pain, puisqu'on voit bien ce qui s'est passé en Amérique aussi avec les deux ballons sondes de météo. Il faut préciser que c'est des ballons sondes de météo chinois qui ont été abattus par la chasse américaine. Donc c'est des petites opérations comme ça mange pas de pain, parce que quand on abat un drone, il n'y a pas de mort, il y a juste du matériel. Mais c'est vrai que lorsque les Russes disent que ça vient des Américains, ils ont peut-être raison. Il ne faut pas oublier quand même que l'essentiel des capacités militaires ukrainiennes aujourd'hui, c'est l'OTAN, donc l'Amérique. Et que l'Amérique donne beaucoup d'argent pour financer l'achat de matériel américain, ça va de soi. Ils subventionnent leurs industries, mais surtout le matériel européen qui est donné généreusement, pareil, sous commandement américain. Donc c'est vrai que le fait d'accuser les États-Unis, c'est pas symbolique. Il y a des faits, c'est-à-dire que la capacité militaire ukrainienne a été quasiment alignée au bout de quelques mois de combat, et que tout le matériel aujourd'hui qui est opérationnel sur le terrain, c'est un matériel essentiellement d'origine occidentale et américaine. Donc on sait aussi que les Américains avaient fourni à l'époque les fameuses missiles Javelin aux Ukrainiens du temps du prédécesseur de Zelensky, hein, donc une façon de pousser de plus en plus d'avantages au niveau ukrainien, que c'est Zelensky qui a bénéficié par le truchement d'ailleurs de Donald Trump, c'est Donald Trump qui a libéré ces Javelin. Donc tout ce matériel américain de haute technologie, de moyenne technologie, est largement fourni par les Américains. Les Ukrainiens sont plus en mesure, puisque les usines ont été soit confisquées, soit détruites, ils ne sont plus en mesure de produire de l'appareil militaire offensif. Et là, on parle de drones. Alors si c'est des drones civils ou militaires, je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que quand un drone porte du matériel explosif, c'est qu'il a quand même des capacités un peu plus importantes qu'un simple drone civil. Je pense qu'on est entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis donnent des moyens, depuis le début de cette guerre, plus à la guerre, donnent des moyens militaires et matériels aux Ukrainiens, vont jusqu'à des conseils militaires. D'ailleurs, j'ai appris une information intéressante qui est assez surprenante, je ne sais pas si vous vérifiera. J'ai appris qu'un centre de commandement avec des coopérants militaires américains qui garantissent à la fois la logistique, qui garantissent le renseignement et qui garantissent de driver les généraux ukrainiens, eh bien, un centre de commandement américain aurait été détruit par un bombardement russe de façon un petit peu hasardeuse. Les Russes ne savaient pas qu'ils toucheraient un centre de commandement prioritaire et qu'on ne parle pas de cette information. Alors, j'ai pas de certitude quant à la source de l'information, mais ce qui est certain, c'est que les bruits qui courent donnent le sentiment que les États-Unis ils avaient subi en Afghanistan lorsque la tête de pont de la CIA a été décapitée. C'est un peu le même sentiment. Donc, les Russes accusent les Américains, ils ont raison de le faire, parce que de toute façon, en tous les cas, les Américains sont clairement co-belligérants indirects, et les Américains vont dire le contraire, bien évidemment. Ils vont jamais se vanter d'une action terroriste, alors qu'ils en ont mené quand même beaucoup de par leur histoire. J'en veux pour preuve le fait qu'ils aient abattu un avion civil iranien dans les années 80, et de même un avion civil libyen dans les années 80. C'est bien la chasse américaine qu'ils avaient faite. À ce moment-là, les conséquences étaient plus graves, puisqu'il y avait 220 morts à chaque fois pour chaque avion. On est sur deux lectures différentes, mais c'est vrai que les États-Unis équipant l'Ukraine, il est logique que les Russes accusent les États-Unis. Également dans cette édition spéciale, Charlie Kenyé qui a pour son analyse bien sûr sur le sujet du jour concernant la tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine. Bonsoir à vous Charlie Kenyé. Bonsoir madame, bonsoir à tous les co-discutants, mon ami Gamal Abina de l'autre côté et à bien côté, c'est moi qui vous remercie.
Veuillez ajuster votre micro, Charlie Kenyé, pour qu'on puisse véritablement suivre votre analyse. Alors, Charlie Kenyé, beaucoup de mystères aussi entourent ces frappes, puisqu'elle voudrait dire que les appareils ukrainiens seraient donc capables de passer les défenses aériennes russes. Et aussi, on se souvient, le 23 avril dernier, on avait retrouvé la carcasse d'un drone ukrainien rempli d'explosifs qui avait été repéré dans la banlieue de la capitale. Et voilà donc quelques jours plus tard, deux drones ont été mis hors de service alors qu'elles s'apprêtaient à exploser, à faire exploser le Kremlin. Charlie Kenyé, bonsoir une fois de plus. Merci. Bien, personnellement, je fais bien les analyses qui ont été faites sur le plateau. Moi, je pense très humblement, vous savez, l'histoire aujourd'hui nous renseigne à suffit que l'Ukraine est un théâtre d'opération où les Américains sont en train d'instrumentaliser ce pays pour justement pousser la Fédération de Russie à une forme de guerre totale, un peu comme celle qu'elles ont eu l'habitude de faire, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Mais on voit très bien dans l'évolution de ce conflit que l'Ukraine, par le passé, a pu mener un certain nombre d'opérations clandestines et d'actes terroristes sur le sol russe, avec l'assassinat de la fille de Dugin récemment. D'ailleurs, le SVR, le service de renseignement extérieur russe, plusieurs fois a eu à mettre la main sur un certain nombre d'acteurs qui justement visaient un certain nombre d'infrastructures russes par des actes terroristes. C'est pour dire clairement que aujourd'hui, on ne peut pas détacher la piste, à mon humble avis, des cellules dormantes qui peut-être seraient présentes à l'intérieur du territoire russe. Parce que quand on voit l'actualité, le traitement de l'actualité, un certain nombre de médias propagandistes, on comprend très bien que l'intention derrière était de montrer aux yeux du monde la faiblesse du système de défense aérienne russe. Et peut-être, je dis bien peut-être, adosser l'attaque sur le dos des Ukrainiens. Comme quoi, cela donnerait une forme de pouce, c'est-à-dire un certain courage justement à ce qu'ils sont en train de préparer. On nous annonce une contre-offensive dans les jours à venir. Moi, je me dis, il y a un discours qui est porté justement derrière cette attaque, qui tend justement à donner des ailes à une armée qui, ma foi, n'a plus les moyens de véritablement mener une contre-offensive. C'est un fait aujourd'hui sur le terrain. Je prends pour réalité la sortie en date du général Christophe Cavalli, qui rappelait qui est le commandant des forces européennes des États-Unis, qui rappelait à suffit que l'Ukraine n'a plus les moyens véritablement de mener la guerre ou encore de mener une quelconque offensive contre la Fédération de Russie. Donc, à travers cette attaque-là, on voudrait peut-être montrer aux yeux du monde les faiblesses du système de défense aérien, comme quoi l'Ukraine a pu justement attaquer ou alors a pu mener une attaque contre quand même l'emblème de la Fédération de Russie. On parle là quand même du Kremlin, c'est la maison où réside quand même le commandant suprême des forces russes, à la personne du président Vladimir Poutine. Mais derrière ça également, on instrumentalise l'Ukraine et on voit bien que tout ceci concourt au jeu. Ça fait le jeu des États-Unis. Donc, quand M. Adrien Bouquet nous rappelle à suffire d'un certain nombre de compositions de fabrication américaine qui entrent dans la composition, par le temps pour moi, de ce drone-là, c'est pas des informations qu'il faut apprendre de façon gratuite. Charlie Kenyé, que nous allons essayer de recontacter dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous de nous retourner vers Adrien Bouquet. Est-ce qu'il est là, Charlie Kenyé? Bouquet. Alors, Adrien, on rappelle que Kiev, qui dément ou alors rejette toute accusation contre elle, parle également d'une mise en scène de la part des Russes, voilà, pour justifier une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine. C'est d'ailleurs la position défendue par l'un des conseillers du président Volodymyr Zelensky, en la personne de Mikhailo Podolyak, qui a donc accusé Moscou de mise en scène pour justifier une quelconque prochaine attaque d'ampleur de la Russie du côté de l'Ukraine. Bien sûr, ça c'est typique du régime de Kiev, c'est-à-dire de nier tout de suite
mais principalement de nier quand c'est un échec. C'est-à-dire quand il n'y arrive pas, quand ces attaques échouent, il nie tout de suite. Et après, par la suite, quand il y a des preuves, etc., hop, il repédale en arrière et ils arrivent à trouver, si vous voulez, des petites portes de sortie en disant ah bah non, en fait peut-être que c'était nous, pas vraiment nous, etc. Je peux vous donner un exemple. Quand le pont de la Crimée a été explosé, ils ont été très fiers de dire tout de suite que c'était eux qui avaient planifié cet attentat, ce qui, je rappelle, était un attentat de ce pont en Crimée. Également plein d'autres choses, et ils ont tout le temps cette attitude quand leur attaque est une réussite à 100%, ils revendiquent immédiatement, et dès que c'est raté, ils disent que ce n'est pas eux, tout simplement parce que ça viendrait aussi admettre que le régime de Kiev n'est pas si performant que ça, c'est-à-dire que oui, ils ont réussi à aller jusqu'au toit de Kremlin, mais n'ont pas du tout réussi à frapper le Kremlin. Ça, c'est la première chose. Autre chose, il y a aussi ce qu'on appelle donc tout ce qui est enjeu géopolitique, qui ferait passer officiellement donc l'Ukraine pour entre guillemets des méchants à attaquer un centre-ville avec des civils, parce que je rappelle, le Kremlin se trouve en plein cœur du centre de Moscou, avec des millions et des millions de civils. Donc il y a aussi actuellement un enjeu médiatique avec effectivement cette journée donc du 9 mai, qui est une journée extrêmement importante pour les Russes. D'ailleurs, je serai en direct pour Afrique Média mardi pour cette journée. J'espère qu'il n'y aura pas d'attentat ou autre ce 9 mai. Nous ne sommes pas à l'abri. Vous savez que plusieurs informations sont sorties comme quoi l'Ukraine attaquerait donc Moscou ou ses grandes villes le 9 mai. Donc nous allons voir ce qui va se passer le 9 mai. Et cette journée du 9 mai serait peut-être la première journée de cette fameuse contre-offensive si attendue du monde entier. Ça serait peut-être le départ de cette contre-offensive ukrainienne que je ne crois pas vraiment ici dans le Donbass. Je vais quand même vous faire part que ici nous l'attendons, c'est-à-dire que même quand je vais à Soledar, les militaires, que ce soit Wagner ou l'armée russe, sont en préparation, sont sur le qui-vive, sont, je dirais pas stressés, mais sont vraiment extrêmement méfiants et sont dans l'attente d'une attaque. Ça, je vous le confirme. La Russie ne fait pas comme si il n'allait rien se passer, etc. Ils pensent que quelque chose va se passer, mais ils sont prêts. La Russie est prête à cette possibilité de contre-offensive ukrainienne. Moi qui suis sur le terrain, croyez-moi, que ça soit en matériel, en munitions, en hommes, la Russie est vraiment prête. Je pense que s'il y a une contre-offensive, ça sera un échec total et surtout des morts par centaines de milliers. Ça sera une vraie boucherie. Ça, je l'avais dit il y a quelques mois. Moi, je suis sur le terrain par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je vois en termes de préparation, d'organisation du côté de la Russie. Croyez-moi, si quelqu'un, là, maintenant, vient les attaquer, je pense qu'il y aura, malheureusement pour les Ukrainiens, d'énormes surprises dans lesquelles ils s'y attendent absolument pas, que bien sûr je ne pourrais pas vous dire actuellement, mais je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est une contre-offensive. Est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu? Est-ce que le régime de Kiev, ce ne serait pas non plus aussi une menace médiatique qu'ils font depuis des semaines et des semaines, voire des mois, comme quoi une contre-offensive est en train d'arriver? Vous avez entendu Washington qui a dit, il me semble, qu'ils avaient préparé 4 ou 5 fois 4000 hommes qu'ils avaient entraînés donc à l'extérieur et qui venaient de réintégrer dans l'armée ukrainienne. Donc je crois que ça fait à peu près 20 000 hommes qui auraient été entraînés par les Américains. Voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai surtout l'impression que là, il y a
une énorme bulle médiatique est en train de se mettre en place sur cette fameuse contre-offensive. Tout le monde attend cette contre-offensive, donc en termes militaires, je vois mal une super contre-offensive efficace, alors qu'elle est énormément médiatisée. Vous le savez, en termes militaires, des attaques, on va dire furtifs, efficaces, sont des attaques que, entre guillemets, personne n'est au courant. Là, on attend tous une attaque, donc je vois mal comment une attaque qu'on attend tous depuis des mois pourrait réussir à écraser la Russie du jour au lendemain, alors que cette soi-disant contre-offensive est attendue du pied levé depuis des mois par les Russes. Et là, je vais vous parler en termes d'anciens militaires. On ne gagne pas un combat militaire avec une annonce d'un combat 2 mois avant. Ça n'existe pas. Vous pouvez demander à n'importe quel militaire du monde entier ce terme médiatique ou d'annonce en termes de combat, ça n'existe pas. C'est impossible. Donc moi, je pense plutôt que c'est plutôt une bulle médiatique. On verra. Et on verra aussi ce qu'il va se passer. J'espère qu'il ne se passera rien mardi dans les grandes villes russes. Je terminerai sur ça. Il y a eu un démantèlement en Crimée, hier et avant-hier, d'une organisation terroriste donc ukrainienne et des services secrets ukrainiennes. Ils ont arrêté une vingtaine d'hommes avec des dizaines et des dizaines d'engins explosifs, des grenades, des armes, etc., qui étaient cachés, par exemple, dans des barbecues, etc., etc. Et une liste a été découverte avec 8 noms, le gouverneur de Crimée, etc., etc. Tous ces gens-là étaient ciblés et tous ces attentats étaient ciblés pour exploser en même temps, donc mardi le 9, sauf que donc les services russes ont démantelé entièrement, je dis bien entièrement, ce service terroriste avec un succès énorme. Je vous laisse regarder les informations sur Internet, je n'ai pas eu le temps encore de transmettre, mais une grosse cellule terroriste des services secrets ukrainiens a été donc arrêtée en Crimée pour les événements qui se préparent donc le 9, et il y avait donc 8 attentats simultanés qui étaient attendus pour la journée du 9 mai, qui a été donc déjouée par les services secrets russes. Voilà, ça devrait apparaître. Bien entendu, encore une fois, les Occidentaux n'en parlent pas trop, forcément, mais encore une fois, et comme a dit Monsieur Avila, on est encore sur des organisations terroristes. Là, clairement, il s'apprêtait également aussi à taper des squares, des musées en Crimée avec des civils. Donc encore une fois, on a la preuve que le gouvernement de Kiev organise et met en place donc des tentatives et des passages à l'acte aussi terroristes avec des explosifs ou autres. Donc on peut le dire, le régime de Kiev n'hésite pas à commettre des attentats terroristes pour leur simple conviction, et n'hésite pas donc à tuer des civils. Je terminerai sur ça. Il suffit de reprendre mon collègue qui est malheureusement décédé, Maxime, à Saint-Pétersbourg, lors d'une petite conférence dans un café. Il a été tué, mais il y a eu aussi plus d'une vingtaine de blessés civils. Ces personnes-là n'avaient strictement rien demandé. Vous pouvez cibler une personne, mais pourquoi tuer tous les civils qu'il y a aux alentours? Nous sommes clairement sur du terrorisme, du terrorisme pur, et malheureusement le régime de Kiev n'hésite pas maintenant à revendiquer des attaques, terrorisme pur, et malheureusement l'Occident ne réagit pas, fait comme si de rien, alors que le terrorisme est puni au niveau international. Mais visiblement, quand c'est le régime de Kiev qui organise un attentat terroriste, visiblement, ces statuts sont différents, ce que je regrette. Nous verrons donc cette journée du 9. J'espère que tout se passera bien. Comme je le redis, je serai en direct de Moscou et je n'hésiterai pas donc à vous faire part de ce qui se passe, et aussi de cette organisation, de cette journée qui, je rappelle, a été maintenue par le président Poutine, et pour l'instant, le président Poutine a maintenu sa présence
sur la place rouge lors du défilé. Abina, on revient vers vous. Alors avec ce qui s'est passé du côté du Kremlin, c'est vrai que les drones ont été interceptés, mais plusieurs personnes à travers cette action affirment que désormais les bases aériennes russes sont perméables et qu'il faudra désormais doubler de vigilance, surtout que ça arrive à un moment très crucial, à quelques jours de la célébration du 9 mai, notamment la victoire de la Russie sur les nazis, notamment sur l'Allemagne, la victoire de 1945, Gamal Abina. D'ailleurs, il faut expliquer très rapidement pourquoi le 9 mai. C'est parce que les alliés occidentaux, qui étaient évidemment pas des alliés russes, hein, ils sont des alliés de circonstance, se sont précipités pour célébrer le 8 mai 45 comme étant un jour de victoire, sans en informer les Russes, qui ont très mal vécu et qui ont décidé de célébrer ça le 9 mai, le lendemain de cette célébration. Donc dès le départ, le rideau de fer que Churchill avait annoncé tomber sur l'Europe était déjà bien imposé par l'agenda anglo-américain, qui n'avait absolument pas l'intention de faire copain-copain avec les Russes. Ça, c'est la première des choses. Alors pourquoi? Oui, effectivement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Russes, si les drones sont capables de frapper le cœur du pouvoir russe, alors ça n'est jamais arrivé même sous le temps des nazis, hein, je le rappelle, hein. Les nazis n'ont jamais atteint le Kremlin. Eh bien, si les Ukrainiens sont capables de faire ça, c'est qu'il y a peut-être des problèmes de sécurité, peut-être que tout n'est pas clair, peut-être que au sein de la Russie même, il y a peut-être des agents dormants qui travaillent, ou simplement c'est une opération de propagande. Tout est possible. On ne va pas non plus affirmer les choses, bien que les opérations de ce type-là terroristes, c'est plutôt de la part de gens plus faibles, en l'occurrence les Ukrainiens. Mais on peut évoquer ces pistes de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de penser que la Russie détient totalement la possession du ciel, évidemment ukrainien, puisqu'ils ont quasiment liquidé 90% de l'aviation ukrainienne et que le peu d'avions qui volent en azimuth, parce que sinon ils sont immédiatement détectés et interceptés par les systèmes de défense S-400, qui sont extrêmement performants. Donc le ciel ukrainien et russe appartient aux Russes. Il reste donc l'emploi d'engins comme les drones, qui sont des engins de basse altitude, et qui peuvent effectivement, sans prendre le risque de tuer son pilote puisqu'il le fait à distance, sont en mesure de pouvoir attaquer dans des opérations suicides comme celle-ci. C'est bien des drones suicides dont il s'agit. Mais je pense que j'ai pas trop d'inquiétude sur le 8 et 9 mai, enfin sur le 9 mai russe, en l'occurrence, parce que d'abord, le ciel est tenu par eux, parce que les systèmes de défense sont très très performants, et surtout parce que les Russes ont l'habitude des contre-mesures. Ils savent parfaitement comment opérer ce genre d'opération et comment anticiper une attaque désespérée. Donc il n'y aura pas d'attaque. En revanche, je ne sais pas si la symbolique du 9 mai, qui serait le coup d'envoi, et je ne crois pas du tout effectivement comme Adrien, le coup d'envoi d'une contre-offensive mythifiée aujourd'hui, parce que personne n'y croit, je ne crois pas que cette symbolique soit répondre à l'agenda historique de la Russie. Je ne crois pas du tout. Je pense que les Russes peut-être vont entamer une offensive à partir du 9 mai, pas nécessairement ce jour-là. Mais surtout, je pense que on parle de beaucoup de choses, beaucoup de symboles, mais dans les faits, la seule chose qui compte, c'est que sur le terrain, 20% d'Ukrainiens appartiennent à la Russie, que les Ukrainiens reculent partout parce qu'actuellement, chacun est en train d'avancer ses cartes pour négocier. Que la négociation a été voulue récemment, encore une fois, par Zelensky, qui a appelé Xi Jinping. Il ne faut pas oublier que Zelensky, s'il appelle le président chinois, c'est certainement pas pour lui demander si sa fille se porte bien, mais simplement pour lui demander s'il y a une possibilité de négociation directe avec Poutine. Donc là, on est sur un rapport de force qui est défavorable aux Ukrainiens. C'est pourquoi d'ailleurs les actions terroristes peuvent arriver. Et surtout, l'idée que les Ukrainiens entament une offensive qu'on a beaucoup attendu depuis l'hiver dernier quand même, comme par hasard au printemps, alors que c'est le moment le plus défavorable pour eux, puisque le ciel est parfaitement découvert et que les Russes voient tout ce qui se passe, ça j'y crois pas du tout. D'abord parce qu'ils n'ont plus assez d'effectifs pour ça. Je rappelle qu'il y a à peu près un an, Zelensky se vantait de lever une armée de 1 million d'hommes. On n'a toujours pas vu la couleur de son armée. Par contre, on a vu 100 000 hommes au tapis. Il a fait massacrer. Un article récent du Parisien parlait de l'état du moral de l'Ukraine, les Ukrainiens qui fuient littéralement l'enrôlement forcé dans les troupes ukrainiennes parce qu'ils ne croient plus du tout à la victoire, qu'ils ne croient pas du tout évidemment à une contre-offensive qui ne laisserait pas des pertes sanguinaires et qui sont tous informés de la fameuse offensive de l'année dernière qui était catastrophique en termes humains. Les Russes ont reculé en perdant quelques hommes, les Ukrainiens y ont laissé 10 000 hommes d'un coup. Donc c'est vous dire un peu le bain de sang dans lequel malheureusement la population ukrainienne est plongée. Donc la contre-offensive, je n'y crois pas. Je pense que c'est de l'esbrouf. Ils vont certainement faire une offensive symbolique, j'en suis persuadé. Symbolique pas pour le 9 mai, mais symbolique pour donner le sentiment que l'Ukraine était capable de reprendre une portion de territoire. Et une fois que cette contre-offensive, qui sera juste symbolique, mais pas très sérieuse sur le plan stratégique, aura eu lieu et que les Ukrainiens auront peut-être, je sais pas, détruit une dizaine de chars et fait reculer peut-être une ligne de défense russe,
Une fois que ce sera fait, à ce moment-là, ils iront à la table des négociations. Et j'en veux pour preuve, je suis même quasiment persuadé que l'Occident, qui pour l'instant fait semblant de les soutenir, finira par, je parle l'Occident européen, pas américain, finira par se dire, bon, ça commence à être problématique, on n'a pas assez de gaz pour l'hiver prochain, les réserves stratégiques ont été largement entamées dans un hiver passé qui était quand même assez doux, ça n'a pas été un hiver rigoureux, ils s'attendent à ne plus avoir de gaz pour l'hiver prochain, donc ils sont bien obligés de reprendre en main avec les Russes et de renégocier directement avec la Russie. L'autre aspect amusant, c'est que les médias de propagande d'aujourd'hui, qui disent beaucoup de bêtises, nous expliquent que Poutine serait isolé du monde, qu'il n'oserait pas sortir de son territoire et qu'il irait peut-être pas en Afrique du Sud. Parce que la CPI a demandé un mandat d'arrêt international contre Poutine et qu'il serait interpellé par les Sud-Africains. Je rassure les Sud-Africains, les Africains en général et Poutine en particulier, c'est complètement ridicule. Personne ne va livrer Poutine comme personne en Afrique du Sud n'a pensé à livrer à l'époque Omar el-Béchir qui était lui aussi frappé d'un mandat d'arrêt international. Donc il y aura cette fameuse réunion des BRICS qui aura lieu à partir de juin et en juillet et surtout au mois d'août, qui va consacrer un changement de paradigme mondial économique et politique et qui va surtout accélérer, je l'espère, la fin de cette guerre, une négociation directe et l'arrêt du bain de sang, parce qu'encore une fois, il faut rappeler systématiquement à tout le monde, la population ukrainienne n'a pas mérité de subir cette guerre inutile qui aurait pu être évitée dès le départ en négociation directe entre Poutine et la partie otanienne, parce que finalement, Zelensky, c'est que l'OTAN. Alors, on nous fait signe que Charlie Kenyé, il est de retour. Alors, Charlie Kenyé, Gamal Abina, il a parlé tout à l'heure de rapport de force, bien sûr, en faveur de la Russie. Mais seulement, ce qui est arrivé peut être évocateur. Genre, c'est un message qu'ils ont envoyé à Moscou. Ne pensez pas que vous êtes intouchable. Et voilà, ils ont envoyé 2 drones du côté du Kremlin, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début voilà, de l'invasion russe du côté de l'Ukraine. C'est le Kremlin qui a été touché, même si les 2 drones envoyés ont été mis hors d'état de nuire. Non, je pense que nous sommes là simplement dans des cas d'actes de terrorisme qui révèlent l'aspect de la guerre asymétrique. Et dans la guerre asymétrique, lorsqu'on fait la guerre asymétrique, ça veut dire qu'on est dépassé dans la guerre conventionnelle. Ça veut dire que le rapport de force est en faveur justement de la Fédération de Russie. Sauf qu'ici, on utilise un élément qui est... Il y a la symbolique. La cible ici était le Kremlin. Donc, le simple fait même que ce drone, n'est-ce pas, ait survolé l'espace aérien ce qui est censé être le lieu le plus protégé de Russie, la symbolique de ça fait en sorte que l'image qu'on voudrait renvoyer à l'échelle internationale, c'est que ces gens ne sont pas si puissants que ça. Et donc peut-être, comme je le disais tantôt dans mon analyse préliminaire, donner des ailes à ce qu'ils sont en train de préparer comme étant une certaine contre-offensive de l'Ukraine contre la Fédération de Russie dans le Donbass. Mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, et je crois qu'Adrien Bouquet nous rappela à suffit, je pense que nous sommes beaucoup plus là dans des actes du renseignement ukrainien ou encore du renseignement otanien, à la limite même du renseignement américain, présent sur le sol russe. Lorsqu'il nous rappelle de cette cellule qui a été démantelée du côté de la Crimée, je pense que peut-être, hein, je dis bien peut-être, il y en aurait également du côté de la Russie. Sinon, vous ne pouvez pas, pareil, selon le Centre d'études stratégiques russe, le drone qui a été abattu ne provenait pas de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il provenait de l'intérieur de la Fédération de Russie et de la ville de Moscou précisément. Ça veut dire qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre à l'intérieur du territoire russe, à l'intérieur de la ville de Moscou, qui travailleraient ou alors qui agiraient dans le sens de commettre des actes terroristes contre un certain nombre d'infrastructures russes. Ça relève justement du terrorisme, ce qu'on appelait de la guerre asymétrique, qui est un sentiment de faiblesse. Il n'y a rien d'autre là-bas. Le terrorisme, c'est un acte de faiblesse, ce n'est pas de la force. C'est clairement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils nécessaires d'aller à la guerre frontale que justement on entre dans la clandestinité, dans les opérations clandestines, dans le terrorisme, pour justement se faire entendre. Donc le rapport de force n'est pas le même. Il est totalement, je vais dire quoi, favorable à la Fédération de Russie. Sauf que derrière également, il y a une question qui se pose. Y aurait-il donc des agents ou alors des cellules dormantes qui continueraient à agir à l'intérieur du territoire russe de nature justement à poser des actes pour justement les endosser sur le dos de l'Ukraine et par ainsi peut-être présenter une certaine image, une certaine faiblesse de la Fédération de Russie. C'est ça la problématique aujourd'hui. Et en ce sens-là, moi je pense très humblement que il est impératif
par rapport à ce que nous sommes en train de voir, et même par rapport à la propagande qui entoure cette actualité, autant pour moi, de véritablement travailler en interne. C'est-à-dire qu'il faille renforcer justement les capacités de pouvoir extirper ou alors de pouvoir neutraliser toutes ces cellules-là ou alors tous ces agents-là qui continueraient à agir à l'intérieur de la Fédération de Russie pour justement présenter une image d'un État qui serait faible ou alors d'un État dont la défense aérienne ne serait pas même peut-être de pouvoir contrer pareille attaque. Dit que ceci peut être également catégorisé comme étant un acte de faiblesse, ça ne peut pas être possible parce que je crois que, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, c'est un acte qui provient de l'intérieur du territoire et qui visait un bâtiment public, principalement le Kremlin. Est-ce que vous pensez que pareil drone provenant de l'extérieur de l'Ukraine aurait même pu franchir l'espace aérien, provenant de l'Ukraine aurait pu franchir l'espace aérien russe? Pour ma part, je ne pense pas. Aujourd'hui, il est clair que l'espace aérien russe est franchement verrouillé. D'ailleurs, ils ont le matériel pour, je crois qu'on le rappelle encore, ils ont les S-400 et les S-500 qui font tellement de mal aux forces de l'OTAN du côté de l'Ukraine. D'ailleurs, la Russie aujourd'hui, c'est la Russie qui contrôle l'espace aérien ukrainien. Alors, dire que un État comme celui-là, avec le matériel, avec la logistique que nous connaissons à cet État-là, qui aujourd'hui contrôle l'espace aérien d'un territoire ou d'un pays où vous avez pratiquement 30 armées de plusieurs pays qui sont représentés avec tout ce qu'on peut concéder comme matériel aux forces otaniennes, mais qui n'arrivent véritablement pas à avoir le dessus sur la Russie au niveau du contrôle de l'espace aérien ukrainien, dit donc que ces personnes-là auraient pu briser les lignes, alors les lignes de défense de l'espace aérien russe, de nature à attaquer le Kremlin. Je ne le pense pas. C'est un acte isolé, c'est un acte qui provient de l'intérieur du territoire, simplement parce qu'aujourd'hui, on voudrait renvoyer à l'échelle internationale, à l'image, à la conscience collective internationale, comme quoi cet État qui, à travers justement les opérations menées en Ukraine, nous ont montré que ils avaient les moyens de leur politique, mais qu'également la capacité militaire européenne était un peu trop surévaluée. Aujourd'hui, cet État-là n'est pas tellement ce que nous pensions. Et donc, on multiplie ce genre d'actes terroristes pour essayer de les fragiliser, pour essayer justement de retourner l'intention qui anime aujourd'hui l'ensemble de la population mondiale envers ce pays-là, comme quoi ce n'est pas ce que nous pensons. Et peut-être, je dis encore, peut-être, bien sûr, préparer comme une forme de riposte, comme une forme d'élan qui serait en train de se préparer, comme je le disais tantôt, qui n'aura peut-être pas lieu ou alors qui véritablement n'aura pas d'impact sur les défenses russes, mais préparer justement ce qu'on nous vend comme depuis un temps des années, la riposte, la contre-offensive de l'armée ukrainienne contre la Fédération de Russie. Alors avant d'ouvrir les standards, on l'a annoncé d'entrée que nous avons bien sûr nos envoyés spéciaux du côté de la Russie qui participent bien sûr au camp d'entraînement des paramilitaires russes de Wagner. Alors on va suivre cette petite vidéo. On l'a dit, Afrique Média est donc au cœur du conflit ukraino-russe et nos envoyés spéciaux sont donc aux côtés de Wagner pour vivre en direct dans un camp d'entraînement ce qui s'y passe. Allez, on va prendre ce petit extrait et se retrouver juste derrière. On va ouvrir le standard pour permettre aux téléspectateurs de participer à cette édition concernant la tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Donc la nuit dernière, 2 drones ont essayé d'attaquer le palais de Kremlin. Malheureusement, ils ont été interceptés par les services russes. Alors on va prendre cet extrait et se retrouver derrière pour la discussion avec les téléspectateurs. À tout de suite. Madame, Monsieur, merci pour votre confiance. Vous avez choisi de rester sur Afrique Média et vous avez raison. Votre chaîne panafricaine de retour en Russie et cette fois-ci pas n'importe où. À la base de l'organisation dont on parle le plus à travers le monde entier, et vous avez compris l'organisation Wagner. Pour certains, c'est un groupe terroriste. Pour d'autres, ce sont des mercenaires. Et pour une troisième catégorie de personnes encore,
ce sont des forces salvatrices qui œuvrent dans le renforcement des capacités des armées à travers le monde et bien sûr dans la formation de l'élite militaire. Afrique Média est venue en Russie pour toucher du doigt les réalités de cette organisation. Qu'est-ce que c'est que Wagner au fond? C'est ce que nous allons tenter de vous faire découvrir à travers des sons, des images, des interviews exclusives pour votre bonne information. Restez, ne partez pas, restez accrochés sur votre chaîne Afrique Média. Le monde, c'est nous. Vous avez dit Afrique Média, le monde c'est nous, ce n'est pas un simple slogan, c'est une réalité. La preuve, Big Ben, nous sommes en Russie à la découverte de cette organisation, nous l'avons dit, dont on parle beaucoup à travers le monde entier. C'est l'organisation Wagner qui fait pas mal de choses extrêmement intéressantes sur le continent africain et bien sûr dans le reste du monde. Et bien également pour d'autres, ce sont des terroristes, ce sont des mercenaires, ce sont des terroristes Big Ben. Exactly, Abubakar Sadiq. For every information that is disseminated, there's always a truth behind it. That's why your Pan-African television, the trusted Pan-African channel, is here in Russia. We're here at the headquarters of Russia's paramilitary group, the Wagner PMC, which many have referred to as a terrorist organization. Others say they are mercenaries. We came here at the headquarters of the Wagner PMC to bring to you the true picture of who the Wagners are, how they are being trained, and their mission in fighting insecurity, especially in Africa, and of course, in other areas around the world. Exactement, Big Ben, il y a des pays africains qu'on peut citer, par exemple la République centrafricaine. On sait ce qui s'est passé dans ce pays il n'y a pas très longtemps avec des problèmes d'insécurité qui n'ont pas seulement touché ce pays, mais des problèmes qui ont impacté pratiquement les pays voisins. Et il a fallu la présence des instructeurs russes, que sont les Wagner par exemple, qui ont pas mal apporté à ce pays. Et nous sommes venus ici en Russie pour voir déjà, Big Ben, comment est-ce que Wagner forme ces militaires qui viennent par exemple sur le continent africain apporter leur savoir-faire à ceux qui se battent chaque jour pour la sécurité des populations. Exactly, the Wagner PMC have been involved in several conflicts in Africa, especially in the Central African Republic, which today the country knows peace and stability thanks to the formation of the Central African Forces by the Wagner PMC. Today, Central Africans can attest to the role which the Wagner played in establishing and bringing back security in the country. And not just in Central Africa, we have other countries as well who are soliciting the logistics as well as the training of the Wagner PMC. Qui sont les Wagner? Comment se retrouvent-ils dans cette base pour être formés? Qui sont les responsables? Comment ça se passe ici? C'est une série d'émissions, c'est une série de programmes que nous sommes en train de préparer, qu'Afrique Média va diffuser pour le compte de tous ceux qui veulent voir comment le monde avance. Yeah. Who are the Wagners? How are they trained? How do they find themselves here at the headquarters in Russia? Their trainings, their mission, and their instructors is what we shall bring to you in this package from Russia, live from the Wagner headquarters. Merci donc à vous, Big Ben, Madame, Monsieur. Merci pour votre fidélité à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Vous avez raison, ne bougez pas, restez accrochés. Le meilleur à venir. The trusted Pan-African television, we're live here. Stay with us. Don't move, we're coming back.
Et vous aurez des enquêtes exclusives sur la télévision panafricaine, Afrimédia, qui est donc au cœur d'un camp de Wagner. Vous avez pu le voir à travers cette introduction, puisque les vraies choses sont donc à venir concernant cette participation à l'entraînement des paramilitaires russes. Et voilà, dans quelques instants, donc les standards seront ouverts. On va revenir tout d'abord vers Adrien Bouquet, qui lui aussi a vécu en direct dans le Donbass, un camp d'entraînement, voilà, des Russes, voilà, des pro-russes, c'était donc des Français pro-russes, voilà, qui s'entraînaient. Il était de ce côté-là pour Afrique Média, ce reporter de guerre Adrien Bouquet, correspondant Afrique Média. Alors, on revient avec vous pour pour que vous puissiez nous raconter cette petite expérience, Adrien Bouquet, vous qui avez vécu dans le Donbass, un camp d'entraînement avec les militaires russes, tout comme Afrique Média, qui ont envoyé sur le terrain deux reporters pour vivre en direct ce qui se passe véritablement du côté de Moscou. Bien sûr. Alors, je suis encore dans le Donbass, en direct du Donbass. Là, je suis actuellement à Donetsk, dans le centre-ville. Je suis régulièrement et je travaille régulièrement donc à Soledar. Soledar, c'est la frontière avec Bakhmout, où se trouvent justement pratiquement 80% de militaires Wagner. Donc effectivement, exactement comme mes collègues actuellement à Moscou, dans un centre d'entraînement de Wagner. Donc moi, je suis régulièrement donc avec Wagner, mais sur le terrain au niveau de Soledar. D'ailleurs hier, je vous montriez ceci qui m'a été remis par l'un des soldats, qui est donc le patch de Wagner. Et oui, effectivement, les soldats que vous pouvez voir donc actuellement à Moscou, qui sont entraînés par Wagner, où est notre correspondant et mon collègue liaison avec Adrien Bouquet, que nous allons certainement avoir dans quelques instants. Rappel aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. Ils peuvent donc désormais nous appeler, parce qu'ils ont essayé de nous appeler il y a quelques instants. Ce n'est pas encore l'instant des téléspectateurs, donc ils peuvent déjà nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet du jour concernant la tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine, malgré le fait que l'Ukraine et Washington refutent toute accusation de Moscou. Alors, Gamal Abinan revient vers vous en attendant bien sûr les téléspectateurs. Alors, comment comprenez-vous ces efforts de Kiev et de Washington qui nient toute responsabilité concernant ces attaques d'il y a, bref, ces attaques de la nuit dernière? C'est simplement pour dire que c'est pas très glorieux, en vérité, d'assassiner un chef d'État. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ils en ont assassiné beaucoup. Les Occidentaux, particulièrement la CIA ou les services français. On se souvient évidemment de Sankara, on se souvient évidemment indirectement assassiné par eux, de Kadhafi récemment, personne, on se souvient évidemment de Lumumba, on se souvient des tentatives d'assassinat même de Hitler. Je vais y aller. Hitler aussi, on a tenté d'assassiner. C'est-à-dire que la méthode anglo-saxonne, lorsqu'ils ne réussissent pas à vaincre sur le terrain militaire, c'est la tentative d'assassinat des dirigeants. C'est rarement le cas de l'autre côté. Les pays qui sont opposés à l'Occident, en général, ne cherchent pas à assassiner les dirigeants politiques. Donc je vais toujours à l'extrême, même pour en parler d'Hitler. Pourquoi? Pour dire que réellement, c'est des méthodes qui sont habituelles, sans surprise, et qui, là encore, on voit bien dans les interventions médiatiques, surtout en France, tout le monde parle que d'une chose, la maladie de Poutine, l'assassinat de Poutine, une opposition à Poutine ne partirait pas de Russie parce qu'il pourrait avoir un coup d'État. Tout ce genre de stupidité en faisant parfaitement mine de ne pas voir que cette opération militaire qui a été lancée par Poutine, donc cette guerre, il faut l'appeler comme ça, c'est une guerre, c'est pas autre chose, eh bien, il y a quand même un soutien à la population massive. Plus de 90% des Russes sont favorables à ça parce que le sentiment général des Russes, c'est que l'OTAN, qui n'a pas cessé de s'élargir alors qu'elle a dû disparaître après 92, eh bien, l'OTAN est devenue tellement agressive qu'aujourd'hui, elle soutient directement un territoire qu'ils considèrent comme étant russe historiquement, et c'est vrai que les premiers Russes étaient là-bas, la fameuse route de l'Ukraine qui s'appelait l'État des Russes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Russes ont le sentiment qu'on vient vraiment les chercher à leurs frontières, ce qui n'est pas faux. Il faudra quand même rappeler que les bases américaines sont disséminées dans toute l'Europe,
pour entourer la Russie, ça on voit, disséminer dans tout le Moyen-Orient pour entourer l'Iran, disséminer dans toute l'Asie pour entourer la Chine. Enfin, quand même, on voit la présence américaine extrêmement agressive et offensive et qu'il fallait un jour ou l'autre que ça s'arrête. Donc les Russes ont décidé de mettre du poids sur la table. La population russe est très éduquée et c'est très bien. Au-delà du nationalisme qu'on a commencé un petit peu à lancer, une réalité, c'est que les Russes sont actuellement avec des ennemis à leurs frontières et que ça ne passe pas du tout. Alors les tentatives d'assassinat de dirigeants politiques, c'est une tradition occidentale, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Ils l'ont fait régulièrement, ils le font tout le temps. Ils l'ont fait même en Iran en 53 avec Mossadegh, hein, le premier ministre iranien qui a été assassiné par leur soin. On l'a vu même avec la chute de la Roumanie lorsqu'ils ont assassiné Ceausescu et sa femme. C'est des méthodes occidentales très connues, donc c'est pas une surprise qu'ils ont tenté le coup avec Poutine. Après, tentative d'assassinat avec 2 drones ridicules au Kremlin où on ne sait pas où se trouve Poutine, ça c'est pas très sérieux, mais c'est vrai que la tentative mérite d'être entendue. C'est que c'est des méthodes occidentales très, très classiques. Ils se disent que lorsqu'on se coupe la tête, eh bien, le reste du corps ne suivra pas, mais ils font une erreur. J'ai même envie de dire pratiquement que Poutine, en comparaison de Medvedev, c'est un modéré. Medvedev, ses positions sont extrêmement radicales et beaucoup plus violentes. Hein. Donc c'est un peu comme si on avait assassiné Hitler à l'époque. Eh bien, ce qui était numéro 2 d'Hitler, c'était Himmler, et Himmler, c'était un extrémiste absolu. Donc il faut faire très attention à ce genre de stupidité, parce que Poutine est un négociateur. Malgré tout, ce que ne sera pas Medvedev, c'est un radical. Je ne vais même pas parler évidemment de Prigojine ou d'autres organisations comme celle-là, mais une chose est certaine, c'est que la tentative est probablement une action occidentale. C'est pas une surprise. Ça ne va pas y être à 100%. Moi, je ne vais jamais être péremptoire parce que tant que les enquêtes objectives ne sont pas menées, on ne peut pas le savoir. Mais les tentatives d'assassinat chez l'État, c'est bien une tradition occidentale. Avant de retrouver Adrien Bocquet, un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Madame. Allô, bonsoir madame. Oui, allez-y, on vous écoute. Donnez-nous votre point de vue par rapport au sujet du jour. D'accord. Donc, nous disons bonsoir à vous et puis à tous vos invités. Nous disons que par rapport à ce qui s'est passé en Russie, c'est un acte très dangereux pour l'humanité tout entière parce que aujourd'hui, nous remarquons sur TFM, par exemple, excusez-moi de nommer, les Européens commencent à avoir le panique en disant que les câbles sous-marins qui permettent de donner le fibre optique en Europe risqueront d'être cisaillés par la Russie. Tout ça, c'est une manière de nous diriger autrement ailleurs. Parce que l'acte qu'eux-mêmes ils ont posé, ils se rendent compte que c'est un acte très grave. C'est tellement grave que nous, on n'a plus de mots. Hein. Parce que ça, là, je pense que Poutine ne s'est jamais énervé. Voir ça au-dessus de sa résidence, je pense que les carottes sont cuites. Et ben voilà, Donetsk qui est l'autre côté des Fernandes. Les Fernandais disent que Donetsk, tu ne peux pas rentrer pour le moment parce que on ne sait pas ce qui t'attend de l'autre côté. Parce que eux tous se rendent compte que ce qu'ils viennent de faire, c'est un acte très 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 grave pour l'humanité tout entière. On n'attaque pas le palais d'un président de la République. Poutine était ce qu'il était. Il n'a jamais osé attaquer, je pense, le palais de Donetsk. Il avait les moyens et la capacité nuisance de le faire. Mais il s'est limité à la guerre, je vais dire, dans le Donbass et ailleurs partout. Mais l'acte qu'eux, ils viennent de poser, franchement, nous, on est resté bouche bée, parce que c'est un acte de déclaration de guerre d'une intensité très grave. Et merci encore à Afrique Média pour vos correspondants qui sont à Moscou. Nous vous encourageons à ouvrir notre radio que vous avez promis depuis des années. Nous attendons toujours cette radio vraiment avec impatience. Et faites des moyens, nous allons contribuer pour que vos correspondants puissent être partout dans le monde. S'il faudrait que vous ouvriez des comptes Orange Monnaie, on peut envoyer 10 francs, 25 francs, on est nombreux. En fait, on a envie d'avancer ensemble. Et Afrique Média ne veut pas ça depuis des années. Vous avez refusé complètement de nous donner une compte pour ça. Parce que nous avons réclamé fatigué. Ça fait bientôt plus de 12 ans que je suis cette chaîne. J'ai rendu mon box canal à cause d'Afrique Média, qui était dans le bouquet des canals 136. Et donc, nous continuons à vous suivre partout, dans les téléphones, dans les voitures. Nous vous suivons partout. On veut vous donner des moyens pour pouvoir avancer de plus. Vous en faites beaucoup, vous en faites tellement, et que nous avons aussi envie vraiment de faire mieux que pour vous, pour que nous avancions tous ensemble. Et nous pensons que Donetsk, là, il a tout capoté. Là, franchement, là où les choses vont y aller, là, que Dieu nous en préserve. Merci beaucoup à Afrique Média, le monde c'est nous.
Merci également à vous, cher monsieur. Les standards sont ouverts. Vous pouvez déjà donc nous appeler pour nous faire part de votre point de vue concernant le sujet du jour, avec la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine avec 2 drones qui ont donc été interceptés la nuit dernière dans le palais de Kremlin. C'est donc au-dessus du palais du Sénat. Malheureusement, ces drones-là ont été donc mis hors d'état de nuire. Alors, Madame Alice Kwasi qui nous appelle à l'instant. Bonsoir à vous, chère dame. Ok, bonsoir ma soeur, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Alors, ce qui s'est passé en Russie, au Kremlin, vraiment, les Européens sont des lâches. Jamais ils vont revendiquer que ce sont eux qui ont fait ça. Ce sont tous des lâches. Parce que les drones, où sont quittés les drones? Si ce n'est pas quelqu'un qui les a lancés. Les drones ne vont pas quitter dans un endroit et puis se volatiliser comme ça pour aller dans un autre pays. Mais ce sont des lâches, ce sont des gens qui ne reconnaissent jamais le tort. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est pour montrer aussi aux pays africains que nul n'est à l'abri de ces attaques de drones. Voilà, parce qu'en Afrique, nous sommes en train de revendiquer aussi nos droits, parce que les pays africains veulent leur indépendance. Alors, si Vladimir Poutine même, qui fait peur, qui a des armes nucléaires, on envoie des drones sur son palais là-bas pour le tuer, en fait, et ceux qui sont en Afrique, alors on fait comment? Ceux qui n'ont même pas qui n'ont rien pour intercepter comment on appelle ça, les drones, on fait comment? Donc c'est vraiment dangereux, quoi. S'il faut tuer les présidents, il faut parce que la politique qu'il mène, où il défend son peuple, ça ne plaît pas, donc il faut l'éliminer. Je trouve que c'est vraiment grave, quoi. Parce que eux qui font ça, ils ne sont pas innocents dans ce qui se passe dans le monde. Ils ont tellement massacré les gens partout dans le monde, personne ne les a jamais envoyé des drones ni des missiles sur leur tête. Par contre, quand c'est Vladimir Poutine, c'est l'Europe tout entière qui se comporte ainsi sans jamais reconnaître le tort. Donc voilà, je m'arrête là, mais c'est vraiment énervant, quoi. Kwasi, les standards ils sont ouverts. Vous pouvez donc également participer en donnant votre point de vue. Juste des appels WhatsApp, pas d'appels en live, donc juste des appels WhatsApp. Vous nous appelez pour donner votre point de vue sur le sujet du jour concernant la tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine, alors que nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir à vous, cher monsieur. Des soucis certainement de liaison, alors que les standards sont ouverts, qui a donc tenté d'assassiner Vladimir Poutine. La question reste posée au moment où Kiev et Washington nient et rejettent toute accusation contre eux. Alors on va prendre ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. C'est Abou de l'Angleterre. Je salue tous vos invités avec déférence, les techniciens et tous les appelants. Et en ce qui concerne la problématique de ce soir, nous disons que ce qui s'est passé en Russie est très grave. Très très grave. C'est-à-dire que les ennemis de l'humanité qui sont les gouverneurs américains ont décidé de nous envoyer l'humanité tout entière, tout droit dans la troisième guerre. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est ce que ils ont toujours fait, c'est-à-dire tuer les leaders pour casser une révolution. Et c'est tout. Ils avaient même prédit ça à plusieurs reprises sur les plateaux français, tout qu'ils allaient attaquer. Donc nous savons tous que c'est le modus operandi de la CIA. Ça c'est du terrorisme qui est quitté depuis l'intérieur. C'est-à-dire qu'on utilise toujours l'antagonisme intérieur, c'est-à-dire que le conflit intérieur, les ennemis à Poutine de l'intérieur, pour agir de façon terroriste et vouloir éliminer
Poutine. Donc c'est la CIA toujours qui agit de cette manière-là. Coupé avec Abou, on espère qu'il reviendra pour poursuivre jusqu'au bout de sa pensée, alors que Madame Cissé nous rejoint à l'instant. Bonsoir à vous, Madame Cissé. Oui, bonsoir. Bonsoir Christelle Wandi et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à mes prédécesseurs, Alice Kouassi et Abou d'Angleterre. Mais qui en veut à la vie de Poutine? C'est clair, la réponse elle est claire. Quand vous allumez les médias occidentaux, les télévisions occidentaux sur les plateaux, on ne s'en cache pas. Il faut tuer Poutine. Allô? Vous êtes en direct, Madame Cissé, on vous écoute. Voilà. Et que, excusez-moi, oui, mais sur les médias, on ne s'en cache pas. Il faut assassiner le président Poutine. Il faut le tuer, il faut l'éliminer par tous les moyens. Mais aujourd'hui, après cette attaque-là, est-ce qu'on a besoin de se poser encore des questions? Comme le frère disait, c'est le même modus operandi qu'ils utilisent. C'est la même chose. Quand ils sont en guerre avec vous, ils ont liquidé Saddam Hussein, ils ont liquidé Kadhafi, ils ont voulu liquider Bachar al-Assad, ils se sont pris à Poutine, mais c'est comme ça, ils le font. Mais il faut tirer des leçons. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer, mais moi je vais citer deux. Ça prouve que ce sont l'OTAN, les Occidentaux, qui sont les terroristes au monde. Ça c'est clair, ça c'est la leçon, la première leçon qu'il faut tirer qui est claire, c'est l'OTAN et les Européens qui sont les terroristes au monde. Et que deuxièmement, ils savent que la guerre est déjà perdue, ils ne peuvent pas gagner cette guerre, d'où l'utilisation de ces terrorismes-là. On a la preuve au Mali, on a la preuve en Afrique de l'Ouest, ici Mali, Burkina, Niger. C'est l'OTAN et l'Europe qui sont les terroristes, ça c'est pas à discuter. Et maintenant, le Mali et les autres pays qui se le tiennent pour dire et qu'ils aillent maintenant avec les preuves à l'ONU. Dans le cas contraire, on organise des conférences de presse, on montre toutes les preuves des accointances du soutien de terrorisme de la France et puis des Européens aux terroristes en Afrique. Clair, et il n'y a plus de débat là-dessus. Et au président Poutine, moi ce que je veux dire, vous avez vu que ceux-là, c'est des gens, c'est des lâches. Il n'y a pas plus lâche que ces Européens. D'abord, on sait que l'armée ukrainienne a été battue dès les premières heures. Ceux qui sont sur le terrain, ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, c'est la France. Ils sont incapables de battre la Russie. Toute l'OTAN est incapable de battre la Russie. Mais ce sera un précédent et ça va faire honte dans l'histoire de l'humanité. Et ils ne peuvent pas supporter ça. Voilà qu'il faut utiliser ces moyens et passer par le terrorisme. Quand on parle de, comment dire, une oreille offensive ukrainienne, en fait, le monsieur journaliste sur le plateau a dit quelque chose. En fait, c'était des explosions simultanées le 9. C'est de ça qu'il parlait. Même Dieu merci, la cellule de moment terroriste a été arrêtée. Et je pense qu'il faut gagner une grille. Au président Poutine, il faut réparer, il faut détruire ces gens-là. S'ils avaient la supériorité militaire, je pense que tu ne sais pas encore la Poutine. Si l'OTAN avait un temps soit peu la supériorité militaire, la Russie serait détruite. Alors là, il faut attaquer et puis nettoyer l'Ukraine et puis tous les terroristes qui sont là-dessus. Permettez-moi de dire quelque chose, Madame Christelle Wandi. Encore donc des soucis de liaison, alors que certainement elle s'apprêtait à dire des choses plus que importantes. On espère qu'elle reviendra pour poursuivre jusqu'au bout. Un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir à vous. Oui. Allô? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, concernant cette attaque sur la Russie, il faut faire attention puisque cette attaque, on sait que depuis longtemps que Poutine a des positions contraires à l'Europe et a découvert leur jeu stratégique, comme ils l'ont toujours fait il y a très longtemps avec John Kennedy, avec Malcolm X,
ils ont toujours eu une attitude d'agressivité au niveau des États-Unis. Et comme on peut voir, ce président aussi Biden, on sait comment il est venu aux élections. Donc, je pense que cet attentat au niveau de la Russie, au niveau du palais du président Poutine, je pense que c'est un attentat du territoire au niveau Russie, et qu'il ne faut pas tomber dans l'extravagance de guerre, car on sait très bien au niveau européen, ils veulent déclencher la Troisième Guerre mondiale, et que si ça se déclenche, je pense que ça va faire beaucoup de dégâts au niveau européen. Donc il faut rester vachement calme et serein. Et bien sûr, il y aura des enquêtes derrière cet attentat, derrière ce drone qui sont sur le palais. Mais restons sereins. Et surtout aussi un mot aussi. Il y a des Français qui sont pour le peuple russe. Il y a même des Américains aussi. Tout le monde n'est pas pour cette politique d'agression, en fait, contre le peuple russe. Et que notre président, qui est Monsieur Macron, on voit qu'il a une politique qui est verrouillée. Il n'y a pas de démocratie maintenant en France. Il n'y a pas d'opposition. Donc il faut faire hyper attention. Et je remercie le sang-froid de Monsieur Poutine et de son calme. Et de pas réagir comme ça en déclenchant une troisième guerre nucléaire. Voilà. Que Dieu nous préserve, quoi. Voilà. Adrien Bouquet pour qu'il poursuive sur son expérience, puisque nous avons eu donc en direct depuis Moscou nos envoyés spéciaux. On reste avec vous, Adrien Bouquet. En quelques mots, vous revenez sur cette expérience dans le Donbass, vous qui avez assisté à une séance d'entraînement des militaires russes. Alors déjà, je voudrais m'excuser pour le réseau. Je suis sur la ligne de front, dans le Donbass, le réseau est très compliqué. Donc voilà, veuillez m'excuser pour les téléspectateurs pour ces coupures. Et oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, donc les soldats que vous voyez qui sont en train de s'entraîner actuellement donc à Moscou vont bientôt arriver donc sur les lignes de front avec chacun une spécialité un petit peu différente. Et moi qui suis régulièrement donc que ça soit Soledar, Soledar est la ligne de front, on va dire avec Bakhmout. Et effectivement, 80% de ces militaires à ce niveau-là sont des militaires de Wagner que je côtoie régulièrement, que je filme régulièrement. Il y a aussi d'autres camps d'entraînement dans le Lugansk, juste à côté, à peu près à 1 heure du Donbass, et aussi du côté donc de Rostov. Donc c'est la première grosse ville côté Russie, on va dire au niveau de la frontière du Donbass, où il y a énormément de camps d'entraînement en plus que Moscou et d'ailleurs et ailleurs. Et effectivement, oui, les soldats ne cessent de s'entraîner. Et là, effectivement, nous avons une guerre qui est assez bien installée actuellement du côté russe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, ils arrivent à faire des rotations, c'est-à-dire à remplacer les militaires qui sont, par exemple, sur la ligne de front dans les tranchées depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils arrivent du coup à les changer, à faire des rotations, à échanger ces militaires pour qu'après ils puissent, ces militaires donc se reposer et avoir des congés. Et je vous confirme que ces militaires ont pour la plupart tous des repos ou des congés, même minimes, mais au moins quelques-uns pour qu'ils puissent souffler un petit peu et se ressourcer. Ce qui n'était pas possible, on va dire, les 6 premiers mois de guerre. Ces rotations étaient tout à fait impossibles. Du part parce qu'il manquait des moyens matériels et même en hommes. Maintenant, ce n'est absolument plus le cas. C'est-à-dire que les rotations, que ce soit logistique ou d'hommes, matériel, etc., se font régulièrement et correctement, contrairement du côté ukrainien où ils ont énormément de mal, parce que pour preuve, la Russie continue donc d'attaquer les acheminements de l'armement ou même des vivres pour les soldats du côté ukrainien pour stopper justement cette chaîne d'alimentation, que ce soit militaire ou de vie pour ces soldats, pour justement ne pas leur permettre de récupérer ou de changer leurs soldats au niveau de la ligne de front, contrairement à ce que fait la Russie. C'est important ce que je suis en train de vous expliquer parce que cela permet aussi d'avoir une vision éclairée de la ligne de front, notamment de ces soldats, comme je vous le dis, du côté russe, qui sont régulièrement donc changés, échangés ou renouvelés, ce qui permet d'avoir tout le temps sur la ligne de front des soldats
en pleine forme, en fait, tout simplement en pleine forme, réveillés, de bonne forme physique, etc. Ce qui permet donc d'avoir des combattants de très très bonne et haute qualité au combat, contrairement à l'Ukraine, qui ont justement, eux, du mal à échanger leurs hommes, à les remplacer. Il y en a, ça fait 6 mois qu'ils sont dans les tranchées parce qu'ils ne peuvent pas les remplacer. Il y en a qui n'ont pas assez de munitions, de nourriture, etc. Donc je vous laisse imaginer les conditions terribles que doivent être du côté de l'Ukraine et les conditions qui se sont installées, on va dire, normalement du côté de la Russie. Et tout ça a un enjeu aussi stratégique. Hein. Quand vous avez sur la ligne de front d'un côté des soldats reposés, en forme et aguerris, et de l'autre côté complètement fatigués, malnutris, etc., effectivement, quand il y a un combat urbain ou un combat rapproché, effectivement, nous pouvons voir souvent que les Russes donc ont au-dessus, par exemple, sur ces guerres, ce qu'on appelle des guerres de tranchées, hein, qui sont tout simplement exactement les mêmes guerres qu'à Verdun, avec des armes un petit peu différentes et maintenant des drones de haute qualité. Mais je vous confirme, hein, moi-même qui suis allé dans les tranchées régulièrement, d'ailleurs vous verrez dans mes prochains reportages que j'ai été voilà, dans ces tranchées, qui est tout simplement Verdun version 2022-2023. Hein. C'est clairement ça, les gens ne réalisent pas, mais il y a des tranchées de terre avec plein de boue de plus de 2 à 3 mètres. Les soldats dorment dans la boue. Enfin voilà, c'est Verdun, mais une nouvelle version. Ça, c'est la réalité. Il y avait eu un des reportages de Régis Le Sommier de chez Omerta qui avait notamment montré la réalité hein, de ces tranchées. Je vous le confirme. Et je reviens donc à notre sujet initial hein, de cette attaque à Moscou. Je tiens encore à vous signaler, ces drones ne viennent pas d'Ukraine. Ces drones ne sont pas arrivés d'Ukraine. Ces drones ont été décollés, du centre-ville de Moscou. C'est-à-dire que ce sont vraiment seulement des individus qui ont fait décoller ces petits drones modifiés hein, de taille civile. Effectivement, ce sont des drones modifiés avec ce qu'on appelle remplacés et transformés par des drones kamikazes. Hein. C'était tout simplement donc 2 drones kamikazes bourrés d'explosifs de taille civile qui ont été mis en vol du centre-ville de Moscou. Ils ont volé à moins de 50 mètres, 50 mètres, 60 mètres au plus haut, si vous voulez, et donc ils ne sont jamais arrivés d'Ukraine, ils n'ont jamais franchi les lignes aériennes ukrainiennes. Je serais bien le préciser parce que tous les Occidentaux sont en train de, excusez-moi du terme, de s'exciter en disant regardez, l'Ukraine a réussi à faire passer ses drones dans les défenses aériennes russes. C'est faux, c'est totalement faux. Ce sont des petits drones civils transformés en drones kamikazes qui ont été décollés du centre-ville de Moscou, je répète, qui ont décollé du centre-ville du Moscou et qui ont parcouru qu'une centaine de mètres pour arriver donc au-dessus du Kremlin. Donc il faut bien comprendre voilà, que ces drones ont été mis en vol directement à l'intérieur, je sais pas moi, peut-être même d'un appartement, pas forcément d'une rue. Vous savez que vous pouvez faire décoller un drone dans un appartement, il passe par la fenêtre, et hop, il décolle. Hein. Vous n'avez pas une obligation d'être justement dans la rue. Donc ils ont fait une centaine de mètres, ces drones n'ont pas dépassé 50-60 mètres de haut. Donc, je vous le reconfirme, ces petits drones civils modifiés en drones kamikazes avec visiblement du matériel américain n'ont jamais franchi les lignes de sécurité antiaérienne russes. C'est totalement faux. Elles sont rentrées directement, elles étaient déjà donc à Moscou. Par contre, quand elles sont arrivées donc au niveau de la zone des toits du Kremlin de Moscou, ce qu'on appelle une défense proche, hein, je vais essayer de faire simple, donc ce sont des mitrailleuses automatisées hein, qui sont postées sur les toits, qui sont faites justement pour abattre des drones, des hélicoptères ou tout ce qui pourrait approcher le toit, qui pourrait être un danger pour le Kremlin. Hein, c'est ce qu'on appelle donc ce n'est même pas une défense aérienne, c'est une défense, on va dire à courte portée, qu'on peut aussi appliquer sur
comment dire, sur un parc ou sur des véhicules. Voilà, c'est clairement ce qui est arrivé. Donc, ils étaient abattus automatiquement quelques mètres au-dessus des toits. Et je le répète, excusez-moi pour la répétition, mais c'est très important, ces drones de type civil modifiés en drones kamikazes avec visiblement du matériel américain n'a jamais franchi les lignes anti-aériennes russes de la région de Moscou. Ces drones ont décollé donc directement du centre-ville de Moscou. Ils ont simplement parcouru quelques centaines de mètres pour arriver. Donc effectivement, c'est une attaque qui a été organisée en interne dans le centre-ville par sûrement peut-être des agents ukrainiens ou peut-être des militants ukro-nazis, voilà, hein, comme ceux qui m'avaient attaqué au mois de septembre. Pour rappel, hein, j'avais été attaqué au couteau fin septembre par des militants ukro-nazis et organisé par plusieurs agents du SBU. Ça peut être le même type d'organisation pour cette attaque de drone. Attendons un petit peu quelques jours et nous aurons des renseignements beaucoup plus précis, mais je viens déjà de vous en donner pas mal. Première information, ce ne sont pas des drones qui viennent d'Ukraine, mais des drones qui ont décollé du centre-ville de Moscou, et ce sont des drones donc de type civil modifiés en drones kamikazes qui ont été interceptés. On rappelle que dans votre, on va dire dans vos vidéos envoyées hier et réalisées bien sûr pour Afrique Média, on a eu un chef, on va dire un pro-russe militaire français, Sergueï, voilà, qui a affirmé que plusieurs Français sont prêts à rejoindre la Russie dans ce combat face à l'Ukraine, surtout au regard des dépenses effectuées par le président Emmanuel Macron dans cette guerre, alors que de l'autre côté en France, il y en a qui luttent pour le bien-être et malheureusement ils sont même violentés au point où les organisations responsables des droits de l'homme ont appelé la France à respecter les droits de l'homme qu'il crut, la France qui est pourtant un pays des droits de l'homme. Exactement. Vous avez lors de l'interview donc de ces deux Français, donc Sergueï Munier et à gauche Prince, qui est un ingénieur drone. Cette interview est saisissante. Quand vous écoutez, ces militaires vous expliquent que sur la ligne de front où ils combattent, ils ne sont pas attaqués par les armes que l'OTAN envoie à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils sont encore attaqués avec des armes soviétiques, voilà, des armes assez anciennes. Mais par contre, ils nous précisent qu'ils retrouvent les armes de l'OTAN sur des attaques dans des centres-villes civils. Donc ils ne comprennent pas. D'ailleurs, moi-même, hein, j'ai été très surpris de la réponse de ce jeune soldat qui me précise qu'effectivement, les armes de l'OTAN, il ne les reçoit pas sur lui ou sur ses collègues, mais il constate que ces armes de l'OTAN sont utilisées donc pour attaquer des centres-villes avec des civils, des femmes et des enfants. Bon, là, nous avons vraiment donc un témoignage hein, de soldats hein, qui sont pratiquement tous les jours sur la ligne de front. Donc, c'est quand même une information qui est quand même extrêmement importante. Cela vient encore une fois confirmer hein, tout le reste des reportages que j'ai pu effectuer et que les armes que donne la France ou l'argent qui est envoyé en Ukraine est principalement servi par l'armée ukrainienne pour attaquer et tuer des civils. Ce qui est extrêmement grave, et encore une fois, c'est une information qui visiblement, encore une fois, est cachée à la population française. Pourquoi ne pas montrer ces attaques dans le Donbass, qui, je le rappelle, depuis le début de cette guerre, on va dire officielle, hein, comme je vous rappelle, cette guerre n'a pas commencé il y a 1 an, mais il y a 8 ans dans le Donbass. Si cette guerre, comme ils disent, ces attaques sur le civil seraient menées par les Russes, hein, donc les Russes tueraient leur propre population et leur propre terre qu'ils viennent d'annexer et récupérer, ce qui n'a aucun sens, elles ne sont absolument pas médiatisées. Pourquoi ? S'ils en sont convaincus, médiatiser ces attaques,
cela permettrait de montrer que la Russie sont bien des méchants et attaquent leur propre population. Bah non, les médias ne montrent strictement rien de ces attaques parce que tout simplement, si ces attaques étaient montrées, la population internationale se rendrait compte que les armes utilisées lors de ces attaques sur des civils sont des armes de l'OTAN, sont des armes principalement françaises, allemandes et américaines. Donc la population comprendrait tout de suite cette supercherie et comprendrait tout de suite que la Russie n'a jamais et ne tire absolument pas sur ses propres civilisations, sur ses propres militaires et sur son propre terrain. Mais voilà, encore une fois, on est dans la même ligne directive, on va dire, que mènent les médias français, c'est-à-dire de montrer un camp méchant et un camp très gentil. Pour cela, on ne montre que les attaques russes et on ne montre surtout aucune attaque ukrainienne. Une guerre, ça marche pas comme ça. Une guerre, il y a des combattants d'un côté, d'autres combattants de l'autre. Les deux se tirent dessus. Malheureusement, des deux côtés, parfois, il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux causés par la Russie, ce que d'ailleurs l'Occident s'empresse de montrer. Il y a aussi des dommages collatéraux que l'Ukraine commette. Et c'est à partir de là, on ne les montre pas, ces dommages collatéraux. Comme si l'Ukraine arrivait à faire la guerre sans toucher et tuer un seul civil. C'est non seulement militairement impossible, mais c'est surtout clairement une ligne directive de manipulation médiatique envers sa propre population que de ne pas montrer ce qui se passe d'un côté et tout simplement montrer qu'un côté et pas l'autre. Moi, je le dis depuis le début, ça fait pratiquement 1 an que je suis ici. Je veux qu'on montre ce qui se passe des deux côtés. Je ne prône pas pour qu'on montre que ce qui se passe ici au Donbass. Non, il faut montrer des deux côtés, mais à peu près à part égale. Il faut que les deux côtés soient vus pour que la population puisse se faire sa propre opinion. Et ça, c'est extrêmement important. Vous, téléspectateurs, pour faire votre opinion, il vous faut à la fois des images de ce qui se passe du côté russe et des images de ce qui se passe du côté ukrainien. Et vous ferez votre propre avis. Le problème, c'est que cet avis est complètement biaisé, occulté. On vous cache une partie et on vous montre qu'une seule. Donc, les personnes, malheureusement, qui n'ont pas la capacité ou qui ne veulent pas faire leur propre recherche, croient bête comme âme ce qu'ils regardent et ce qu'on leur montre. C'est pour ça que j'invite vraiment les téléspectateurs à faire leur propre recherche, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il se passe quelque chose et que vous avez des doutes et que vous n'avez pas d'image de l'autre côté, faites vos recherches par vous-même et vous aurez les réponses. Que ça soit une attaque russe ou une attaque ukrainienne, faites vos recherches sur Internet, vous allez de toute façon tomber sur des informations et par la force des choses, vous allez pouvoir remettre les choses à sa place et comprendre à la réalité ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bizarre, pas bizarre, voilà. Ce qui est vraiment très, très, très important. Et ici, je terminerai dans le Donbass. Effectivement, on est prêt, ils sont prêts du côté russe à une peut-être contre-offensive ukrainienne. Croyez-moi, ils sont plus que prêts, mais personnellement, je ne crois pas vraiment que cette contre-offensive va avoir lieu. Je pense plutôt que c'est je dirais pas un coup de com', mais que c'est un petit peu pour valoriser l'armée ukrainienne, faire croire à la population internationale que l'Ukraine est prête, que l'Ukraine est forte et que l'Ukraine est en préparation. Sauf que cela, croyez-moi, moi je suis sur le terrain, cela est totalement faux. Les Ukrainiens sont épuisés, les Ukrainiens manquent de matériel, manquent de vivres. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de relèves qui ne peuvent pas être faits. Il y a des militaires qui sont dans des tranchées depuis des mois et des mois qui n'ont pas été relevés du côté ukrainien. Tout ça, ce sont des informations qu'on cache, mais que ce sont des informations que vous pouvez voir que si vous êtes sur le terrain. Et malheureusement, vous allez me dire comment je sais ça. J'ai côtoyé et je suis allé voir de nombreux prisonniers de guerre, que ce soit dans des prisons ou même des prisonniers qui venaient d'être arrêtés ou des prisonniers qui, par exemple, venaient de se rendre actuellement, où j'ai pu parler avec eux
Et il y a des prisonniers qui se sont rendus parce qu'ils étaient épuisés. Il y a des prisonniers qui se sont dit, j'ai préféré me rendre que de me battre parce que j'ai faim, je suis fatigué et j'étais certain de mourir. Donc, ils ont préféré se rendre. Ça, c'est la réalité des combats. Ça, c'est la réalité des lignes de front. C'est ce qu'on ne vous montre pas, ce que les Occidents ne vous montrent surtout pas. C'est la réalité donc de la ligne de front, de ces militaires ukrainiens qui se rendent par épuisement ou par manque de matériel. Tout ça, malheureusement, c'est la réalité. Donc, quand vous avez cette réalité de la ligne de front et que vous regardez les infos actuellement, comme quoi l'Ukraine est en train de préparer une énorme contre-offensive, je suis obligé de vous le dire que c'est impossible. Par rapport à ce qu'il se passe sur la ligne de front et sur le front, il est impossible qu'une telle offensive, contre-offensive est en train d'être organisée alors que certains militaires ukrainiens sont en train de mourir de froid et de mourir de faim dans les tranchées et ne peuvent même pas être remplacés sur les postes qu'ils occupent. Donc, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Il y a certains généraux en France qui sont au courant, des généraux militaires ou internationaux, ils sont au courant de cela. On les entend plus ou moins sur BFM en parler, etc. Ils le savent. Ils savent très bien de quoi je parle actuellement, de ces relèves qui n'ont pas lieu du côté ukrainien. Et cela est extrêmement dangereux. Et encore une fois, c'est des informations qu'on ne développe pas trop, mais c'est une information qui est réelle. Et cette information de ce manque de relève, de ce manque de changement de matériel, etc., montre une seule chose, c'est que la ligne de front ukrainienne est en train de survivre. Elle ne vit pas, elle est en train de survivre. Donc vous ne pouvez pas entamer une énorme attaque alors que les militaires qui sont sur le front actuellement sont en train de survivre, voire pour certains et malheureusement d'agoniser. Adrien Bocquet, les standards sont ouverts alors que nous avons déjà un téléspectateur en ligne. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir, madame. Merci beaucoup de m'avoir pris. Vous savez, il y a longtemps que je suis Afrique Média. Tout ce qui se dit là-bas est plus vérité. C'est la vérité crue. Et vous savez, les Occidentaux, ils n'aiment pas la vérité. Tout ce qui est vrai, ils n'aiment pas. Je vais parler par exemple de ce coup qui vient de passer hier ou avant-hier. L'idée de vouloir tuer Poutine vient des États-Unis. Les Européens, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Voilà, ils sont zéro. On les considère pour rien. Alors, je suis vraiment déçu des Européens. Je n'ai pas dit mon nom, c'est vrai, c'est M. Georges Oulaye, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis d'un certain âge. J'aime tout ce qui est vérité. Je vous encourage de rester sur cette ligne. Et je veux profiter aussi pour dire à la France que quand on négocie une affaire de gagnant-gagnant, on ne met pas affaire de djihadistes ou bien, je ne sais pas, des gens pour pouvoir aller déstabiliser les pays. Ce n'est pas nécessaire. La France se fait haïr davantage parce que nous, les Noirs, quand on rejette quelqu'un, on l'a rejeté pour toujours. Qu'ils le sachent, qu'ils prennent la position de négociation, on va aller pour le mieux. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais tout ce qu'ils font vient de Biden, des États-Unis. Pour eux, tout ce qui est américain, c'est beau. Or, tout ce qui est américain, Satan. C'est juste ce que je voulais dire. Je vous remercie. Remercions également, cher monsieur, en appelant depuis donc la Côte d'Ivoire. Les standards ils sont ouverts. Vous pouvez participer à cette émission concernant la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, qui accuse bien sûr les États-Unis et l'Ukraine. Ces derniers font également les efforts de nier toute implication de leur État à travers ces deux drones qui ont donc été mis hors d'état de service la nuit dernière, alors
que ces drones s'apprêtaient à faire des dégâts du côté du Kremlin. Alors, Charlie Kenny, on revient vers vous. On me fait savoir qu'il n'est pas là. Gamal Abina. En attendant, on va d'abord prendre cet appel. Bonsoir à vous, cher monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, je disais que pourquoi Donetski ne rentre pas? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Nous disons que puisque Donetski a fait un nombre là-bas et que c'est pas eux qui ont organisé l'attaque, pourquoi il ne rentre pas? Baissez le volume de votre poste récepteur afin qu'on puisse véritablement suivre ce que vous avez à donner. Oui, c'est déjà fait, madame. Donc, nous disons que M. Kenny Kenny, normalement, nous voulons qu'il puisse nous aider par rapport à Podassi qui est au Burkina Faso, qui a arrêté depuis. Parce que franchement, nous attendons d'eux, les Balakani et Batan Tatinda, de pouvoir amener, je ne sais pas comment je vais dire, la diplomatie ou bien de trouver des moyens de savoir réellement ce qui se passe au Burkina Faso par rapport à notre frère Podassi. Maintenant, je reviens par rapport à Donetski qui se retrouve en Finlande de l'autre côté là-bas, qu'on lui refuse de rentrer pour le moment parce que l'affaire est chaude, puisqu'il ne s'accuse de rien. Pourquoi il ne peut pas rentrer chez lui? Pourquoi rester hors de chez lui? Parce que cette affaire-là, c'est que nous voyons sous nos yeux là, c'est une affaire très grave. C'est une affaire très grave et Donetski doit rentrer pour répondre de ses actes. Parce que ça là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est de liaison avec ce téléspectateur qui nous appelait donc du Gabon, alors qu'on va continuer. On attend encore quelques appels et on va donc arrêter directement. Gamal Abina, on reste avec vous. On tentait de vous poser la question tout à l'heure concernant justement Vladimir Zelensky, le président ukrainien qui pendant son déplacement à La Haye au siège de la Cour pénale internationale qui a d'ailleurs émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, qui a donc appelé à la création d'un tribunal spécial pour punir le crime d'agression russe. Il a d'ailleurs parlé du début du mal. Il a également affirmé, Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine réaliste ne s'attendait pas à entrer dans l'OTAN tant que le conflit continuerait donc à faire rage, tout en pressant ses alliés occidentaux de poursuivre le plus rapidement possible la livraison des armes à Gamal Abina. Il y a deux choses. La première, pour revenir à l'histoire de la tentative d'attentat, j'ai envie de dire simplement que cette tentative d'attentat, si elle est réellement attribuable à la partie ukrainienne, c'est un échec total. Ça a démontré immédiatement que les défenses russes sont parfaitement opérationnelles. Et j'aimerais envie de dire que ça démontre simplement la puissance russe par rapport à ce genre de tentative désespérée. Donc je suis même pas certain, finalement, que ça ne profite pas aux Russes. Concernant Zelensky, bon, vous savez tous que c'est un acteur, un peu ridicule d'ailleurs, qui ne comprend rien à la politique et qui ne comprend encore moins les rapports militaires qui s'affrontent, qui ne connaît pas la durée de formation d'un militaire, qui ne connaît pas la durée de connaissance des équipements militaires, ni même la qualité. Donc c'est quelqu'un qui est très limité, mais qui par contre passe son temps à mendier auprès de l'Occident des armes ou des attaques directes ou indirectes. Donc ça, c'est les réalités. Ensuite, lorsqu'il parle d'un tribunal international, il faut être un peu sérieux. Je veux dire, George Bush, criminel de guerre, n'a toujours pas été poursuivi pour ces crimes qui ont été largement documentés, parce que c'est une question de rapport de force. L'Amérique est aussi puissante que la Russie, et donc les chefs d'État qui tiennent ces pays-là ne seront jamais poursuivis dans aucune cour internationale. On attaque que les petits là-dedans. On ne poursuit que les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre, pas les surpuissants comme les Russes ou les Américains. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on sent bien que dans le désespoir dans lequel il est tombé, parce qu'il se rend quand même compte, évidemment, que ces annonces permanentes d'1 million d'hommes, de contre-offensives, de matériel militaire, ça se réduit à quoi? 350 chars potentiellement livrés à l'Ukraine, qui auront une durée de vie de quoi? De 2 semaines. C'est pas très sérieux. Une fois qu'on a perdu le ciel, on a tout perdu. Donc Zelensky fait de tout bois, dans le but, effectivement, d'obtenir un soutien renforcé. Il ne le tiendra pas, mais aujourd'hui, maintenant, on se rend bien compte aussi que ce sont des rapports de force qui sont en train de se mettre en place dans le but, par la suite, d'une négociation directe ou indirecte avec les Russes.
Je rappelle que Zelensky a appelé Xi Jinping, qui avait proposé le 22 février dernier sa médiation qui a été immédiatement écartée d'un revers de la main par les États-Unis. Et les Russes les Chinois ont démontré, ils ont dit que c'était pas sérieux. C'est ce qu'avaient dit les Américains sur les Chinois. Et donc les Chinois ont démontré que leur sérieux en faisant en sorte de rapprocher deux points de vue diamétralement antagonistes de 40 ans de conflit, de 44 ans pour être précis, de conflit direct entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et bien c'est les Chinois qui ont obtenu que la paix se fasse. Donc les Chinois sont plus au sérieux par Zelensky aujourd'hui. Zelensky a besoin de médiateurs objectifs qui n'a pas alimenté la guerre. Les Chinois n'ont donné d'armes ni à l'Ukraine ni à la Russie, et surtout qui proposent de ramener un petit peu de paix et de sérénité dans ce conflit qui aurait pu être, comme je l'ai dit depuis le début, négocié. Ayons toujours à l'esprit que les populations civiles ukrainiennes souffrent de cette guerre et qu'elles ne méritaient pas cela. C'est important de le rappeler, parce qu'on peut ne pas aimer les Russes ou l'OTAN, c'est très bien, on peut les aimer, c'est pas la question, mais on doit toujours avoir à cœur le fait que les populations sont bombardées quotidiennement, qu'elles soient d'ailleurs ukrainiennes ou russophones, ça ne change rien. Ce sont les civils qui n'ont rien demandé à personne. Et si on avait fait un référendum pour savoir les Ukrainiens, qu'ils soient russophones ou otanesques, proposaient de ne pas avoir de guerre, ils auraient tous fait un référendum en disant à 99% non, nous ne voulons pas de guerre. Donc c'est des choses qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est-à-dire que dans l'émotion, une attaque sur le Kremlin qui est un échec total et qui a ridiculisé sa taille d'ailleurs, avec des moyens ridicules et complètement insignifiants, qui n'auraient eu aucun impact même s'il avait réussi à atteindre l'objectif. C'était quoi, le tour du Kremlin qui aurait été abîmé. Ça n'aurait pas été bien loin. Mais par contre, ça démontre deux choses. C'est qu'il y a un désespoir d'un côté, il y a une force surdimensionnée de l'autre, et que les Ukrainiens, en désespoir de cause, qui vont tenter une petite attaque, peut-être d'ici le début, enfin la fin du printemps, peut-être vont-ils essayer ça, mais ont déjà demandé aux Chinois de négocier avec les Russes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Espérons tous que cette guerre s'arrête rapidement, parce que quand on dit tout le temps un mort, c'est un mort de trop, et là il y en a beaucoup des morts de trop. Ok, pour la dernière intervention dans cette émission dédiée bien sûr à la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Alors Adrien Bouquet, que faut-il retenir au sortir de cette émission? Vous qui avez affirmé que bien sûr ces drones ont été envoyés depuis Moscou au regard de ce qui s'est produit la nuit dernière. Bien sûr. Donc pour être objectif, les informations qu'il faut absolument retenir ce soir, c'est que aucun drone a franchi les lignes antiaériennes moscovites, donc de Moscou ou russe. Ça, c'est la première information. Deuxième information, les drones qui ont été utilisés contre le Kremlin sont des drones de type civil modifiés en drones kamikaze avec des explosifs dessus et du matériel américain de téléguidage et infrarouge. Ça, c'est la deuxième information. Troisième information, je peux également donc vous confirmer que ces drones ont pris leur envol du centre de Moscou à quelques centaines de mètres vraisemblablement du Kremlin. Comme je l'ai précisé, il a pu être mis en vol d'un appartement, sortir d'une fenêtre et partir. Ces drones n'ont pas dépassé 60 mètres d'altitude et ils n'ont volé pas plus de 2 minutes de temps de vol additionnel sur la totalité. Et en fait, ils ont été mis en vol dans l'une des rues de Moscou. Ça, on le saura d'ici quelques jours. Et ils se sont mis, je pense, à peu près à une trentaine de mètres d'altitude et sont allés tout droit vers le Kremlin. Sauf que sur les toits du Kremlin, il y a donc ce qu'on appelle des défenses de proximité et non pas aériennes. Je vous explique ce que c'est. Ce sont donc des mitrailleuses automatisées qui sont mises sur les toits et qui se déclenchent et qui d'ailleurs ont très très bien marché, car ils se sont déclenchés automatiquement et donc ont abattu ces deux drones bourrés d'explosifs à plusieurs mètres des toits du Kremlin. Ces systèmes de protection rapprochée, je le précise, ce sont des systèmes qu'on peut adapter à des camions, à mettre sur une place dans un aéroport. Voilà, ce sont des petits systèmes qui sont faits justement pour abattre des drones
des hélicoptères aussi, vous savez, des hélicoptères qui viendraient donc en approche, par exemple sur un toit pour descendre des hommes. Ça permettrait donc d'abattre cet hélicoptère. Par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, ou bien sûr bien autre chose qui peuvent être bien plus graves, comme ces petits drones kamikazes qui ont été donc abattus avant. Donc je pense que c'est surtout ces trois informations-là qu'il faut retenir. Ces drones n'ont jamais franchi l'espace aérien moscovite. Ils ont été mis en l'air du centre-ville de Moscou. Ils n'ont pas dépassé 60 mètres d'altitude et 2 minutes de vol. Et les défenses donc de rapprochement qui avaient été, qui je pense sont toujours mis sur les toits du Kremlin, ont marché à la perfection. Cela montre également aussi la force des défenses russes. Comme je le répète, hein, les Occidentaux s'empressent de dire, regardez, et font semblant, hein, je vous le dis clairement, font semblant que des drones seraient arrivés d'Ukraine, auraient franchi la frontière, toutes les autres villes entre la frontière et Moscou, et ont réussi à passer donc toute la banlieue de Moscou sans aucun problème et arriver au Kremlin. C'est strictement impossible. Je vous le dis clairement, c'est impossible. Je sais les systèmes qui sont mis en place au niveau de Moscou. Allez, il y aurait 98% de chances de ne pas y arriver. Donc il y aurait ces 2% de chances d'y arriver, ce qui est extrêmement peu probable. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des drones de type civil qui ont été modifiés en drones kamikazes et qui ont été donc mis en l'air, mis en vol du centre-ville de Moscou. Donc faire très attention à cette information parce que entre des drones qui auraient réussi à franchir donc les barrages anti-aériennes moscovites et en réalité ce sont des simples petits drones civils qui ont été mis en vol dans le centre-ville, il y a une énorme différence d'information. Donc s'il vous plaît, chers téléspectateurs, ne vous faites pas avoir, comprenez bien ce que je viens de vous dire, ce sont des petits drones civils qui ont été mis en vol, et comprenez-le que ce genre d'action, malheureusement, peut avoir lieu n'importe quand, n'importe où. C'est-à-dire que cette journée du 9 mai qui arrive, hein, qui va être ultra sécurisée, je rappelle que dans pratiquement toute la ville de Moscou, il est interdit d'avoir un drone, même civil, même un petit jouet, etc. C'est totalement interdit, mais on n'est pas à l'abri qu'au 6e étage, quelqu'un mette un drone dans son appartement et le fasse sortir, vous avez compris, de son appartement et le fasse partir en quelques secondes. Dans ces cas-là, à part des systèmes de défense comme vous l'avez vu sur les toits du Kremlin, il n'y aurait que ces systèmes-là qui seraient en capacité donc d'arrêter ces drones, ou bien sûr des soldats armés ou des camions avec des antennes spécialisées, ce qui d'ailleurs va être fait, je vous le rassure, hein, pour la journée du 9 mai, pardon, excusez-moi. Il y a des véhicules spécialisés qui sont là pour brouiller en fait tous les signaux autour du Kremlin. Donc là, ce qui vient d'arriver ne pourra pas arriver parce que justement, il y aura ces camions un petit peu partout dans. Merci donc à vous, Adrien.